J'ai toujours rêvé de faire ça, d'avoir des potes partout sur la planète. Ça fait partie vraiment de mes kiffs, de mes rêves de liberté initiaux, tu vois, avec lesquels je vis et avec lesquels je me suis lancé dans tout ça. Les prix des billets d'avion explosent parce que je suis un connard et donc j'ai mes billets dans le cul, quoi. Donc j'ai payé 6000 balles mes billets, mais en fait, on peut pas y aller, ça marche pas. Et je ressens le fait d'être pauvre. Tout à l'heure, ce que tu partageais, c'était pour beaucoup de choses très vrai. Le fait de s'isoler, je parle beaucoup des chefs d'entreprise parce que c'est plus le milieu que je C'est la connais. catégorie de gens avec lesquels on discute tout le temps. Ouais. Mais oui, mais souvent, ce que tu partages, je le retrouve, des personnes qui se sentent isolées seules, même si elles sont en couple, parce que souvent, le ou la partenaire de vie ne comprend pas cette forme de pression parce qu'elle ne la vit pas, ou il ne le vit pas. Quand je l'ai fait, j'ai vu que c'était possible. Il n'y avait plus rien. Donc oui, ok, après 1 million par mois, c'était on va faire 10 millions par an. Mais il n'y a rien, émotionnellement, il n'y a plus rien. Lors du tournage du dernier podcast, il s'est passé quelque chose de fou, d'inattendu, d'inexplicable. Comme d'habitude, avant de démarrer le podcast, je lance l'enregistrement et j'ai une petite conversation avec mon invité. En l'occurrence, c'était mon pote Luc qui a fait l'épisode du Terminator, le Terminator du business. Épisode que vous avez adoré d'ailleurs et qui était vraiment génial. Et on s'était pas reparlé depuis très longtemps. Et donc au début de l'épisode, il m'a dit « Bah alors, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé cette transition? T'as vendu ton business ?» Et là a démarré 1 heure et demie de conversation euh, très profonde, très perso, très privée, qui n'avait rien à faire sur le podcast, qui n'était pas du tout prévue à être mise sur le podcast. Mais je me suis dit que cette conversation, c'était un peu la réalité de ce qu'on vivait et la réalité des conversations qu'on pouvait avoir en coulisses. Et que cette conversation, elle m'a apporté énormément de valeur à moi. Et donc j'imagine qu'elle va vous apporter énormément de valeur à vous aussi. Donc, mais voici l'introduction, la première partie de mon podcast avec Luc, pas vraiment voulu, dans lequel il m'a interrogé, dans lequel il m'a creusé, dans lequel il m'a amené dans ma dernière année passée, les choix que j'ai pu faire, ce que j'ai pu vivre, et les conseils qu'il a pu me donner également pour continuer à avancer dans la bonne direction. Bienvenue du coup dans une conversation de coaching, de développement personnel, dans une conversation entre potes, entrepreneurs. Et j'espère que vous allez en tirer un maximum d'inspiration, de motivation, d'introspection et de questions pour vous aider à continuer à entreprendre avec une vie toujours plus riche, plus libre et de vous amener dans la direction que vous avez envie d'amener. Pensez à laisser un like, à mettre un commentaire dans la description juste en dessous, bien évidemment. Laissez 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. On a besoin de vous. C'est grâce à vos partages, à vos likes que le podcast se développe un peu plus toutes les semaines et nous permet d'avoir des invités extraordinaires au quotidien avec nous. Je prends énormément de plaisir dans le développement de ce podcast. On va avoir une petite pause là pendant mon séjour au Japon et on va revenir ensuite fin avril avec des invités incroyables, les uns plus que les autres, avec des partenaires et des sponsors qui rejoignent l'aventure. Et c'est grâce à vous qui suivez les épisodes toutes les semaines, qui partagez, qui likez et qui, pour beaucoup, sont impactés positivement par les épisodes qu'on fait. Donc merci pour ça et bon épisode. J'ai oublié la tribu, notre club pour entrepreneurs. Le lien est dans la description si vous voulez partager toutes les semaines avec des entrepreneurs bienveillants, parler de développement personnel, de coaching, de business, d'e-commerce, d'acquisition, de publicité et de comment développer votre business en étant aligné à ce que vous faites au quotidien. Le lien est dans la description. Toutes les semaines, on échange. On a un book club, on a un mastermind business, on a des intervenants où tous les mois, on a un mentor qui vient partager et on a un partage, une conférence, un atelier qu'on fait tous les mois. Ça se passe dans la description juste en dessous. Le premier mois est à moins 30%. Ça s'appelle La Tribu. Rejoins-nous. J'étais dans une phase où j'avais besoin de retrouver de l'estime, de la confiance en moi, de me reconstruire. Et en même temps, donc il y a ce truc un peu du défi. Et il y a aussi ce truc d'apprendre à lâcher prise, de go with the flow, d'être, tu vois, dans un ressenti. Et en fait, Wim Hof, c'est parfait parce il te faut un espèce de mental de champion pour y aller parce que sinon, tu n'y vas pas, encore plus tout seul. Et par contre, en fait, tu réussis, c'est-à-dire que tu commences à comprendre le process et tout, dans une certaine forme de lâcher prise, d'acceptation, d'arrêter le combat. Elle t'accueille. Exactement, d'accueil. Ouais. Et donc, tu vois, c'est parfait là pour ma transition de vie. Et puis, c'est dur.
C'est dur, frère. C'est vraiment dur. Donc, voilà, je continue tant que c'est dur. Quand est-ce que du coup tu as eu ce besoin-là? Parce que ça, on n'en a pas parlé. C'était suite à ce que tu vendes ton entreprise ou c'était même avant ou C'était avant, ouais. Je pense, déjà en 2013, je pense que j'en Ah ai ouais. marre. Ouais. Quand Ah mon ouais, mais fils attends, naît et que j'arrête 2013, pendant un mois, 2013-2025. j'ai tiré, hein. J'ai Ah, t'as tiré sur tiré la sur la corde. corde. Ah ouais. Mais en même temps, je trouvais du bonheur au milieu. Tu vois, il y avait quand même des moments parsemés d'excitation. J'ai développé les équipes. Ça, je me suis mis des challenges internes. En 2024, je suis très conscient de ça, donc je me lance de nouveaux challenges. En 2025, je suis encore plus conscient de ça, donc je me lance de sortir des marques un peu différentes de ce qu'on fait. Pour moi, en fait, être un peu stimulé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le job est juste devenu un énorme train-train, que le kiff, l'engouement avait disparu et que le jeu en valait plus la chandelle. Qu'on était de plus en plus désalignés avec Tristan et que moi, mon quotidien, je voyais plus la frustration que le kiff de ce que j'avais construit. J'avais vraiment la sensation de ne pas profiter de la liberté que je m'étais construit. J'avais vraiment la sensation d'être enchaîné à un business où j'avais pas le choix, quoi. Tu vois. Ouais, Donc ouais, je comprends. c'était un peu compliqué à vivre. Jusqu'au moment où bah, tu acceptes, jusqu'au moment où tu te poses les bonnes questions, jusqu'au moment où tu acceptes de te confronter à une certaine forme de réalité et de prendre des décisions. Ma décision, ça a été d'arrêter pour pouvoir retrouver justement du kiff et faire des projets qui ont vraiment du sens pour moi. Et en fait, c'était une belle opportunité pour prendre une grosse claque d'un point de vue dev perso, d'un point de vue vraiment qu'est-ce que j'ai envie dans la vie, etc. Et de me recentrer là-dessus. Le problème, c'était pas le business, le problème, c'était moi. Mais Oui, comme voilà. toujours, c'est quoi le sens de ce qu'on fait, pourquoi? Mais encore une fois, il faut une forme de courage. La plupart des personnes, en fait, souvent, elles attribuent les causes à des situations extérieures ou des constats extérieurs. Mais la réalité, c'est comment je décide de voir le monde. Et si le monde que je vois, il ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais pour changer la vision que j'ai sur le monde? Donc Donc, pendant 2 ans, je me suis raconté des histoires. Au bout d'un moment, tu es obligé de te confronter à la réalité de bon, bah en fait, non, le monde que j'ai construit n'a aucun rapport. Tu sais, on avait vraiment une dissonance. Le rêve qu'il y a dans ma tête, que je voyais s'éloigner de petit à petit, et la réalité que je vivais au quotidien. Et là, comme un espèce de saut vers l'avant, il faut que j'essaye mes rêves. Il faut au moins que j'essaye, tu vois. Il y a un truc qui est vachement connecté à l'enfant aussi à l'intérieur de ça et que je comprends de plus en plus c'est pas OK. Et le fait de devenir papa aide beaucoup à ça parce que quel papa t'as envie d'être? Quel exemple t'as envie de montrer à ton fils? Que l'argent est plus important que le kiff, que l'argent est plus important que réaliser ses rêves et être heureux au quotidien? Et là, tu prends une grosse claque. C'est pour ça que je prends une grosse claque en 2023. Mais après, je me disais, bon, allez, si je reste un an de plus, ça fait 300 000, 400 000. 400 000 par an, c'est pas si mal payé pour. Et en fait, le truc, c'est comme on est de plus en plus désaligné avec Tristan, de plus en plus d'investissements que lui fait pour avancer, pour structurer, pour construire, de moins en moins de marge. Je dis, mais du coup, le seul truc pour lequel je reste, on n'est pas d'accord, tu vois. Et là, c'était, ouais, bon, faut baisser ton salaire et tout. Je dis, mais frère, j'ai 33 ans, je vais avoir un deuxième enfant, je sors à peine 10 000 balles qui ne payent même pas mon train de vie avec cette activité. Respecte-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, respecte-moi. Et donc, c'est là où j'ai compris, en fait, on est dans 2 phases de vie complètement différentes. Lui, il veut construire, lui. Et il a donc, quel âge, lui? Il était pareil, vous avez il le a même âge? 2-3 ans de moins que moi, Ouais. mais il n'est pas du tout à l'aise avec cette idée d'engagement. Tu sais, c'était très compliqué pour lui de s'engager avec sa copine, alors que ça fait des années qu'il est avec. Il a des années-lumière d'imaginer avoir des enfants. Il veut vraiment bâtir, tu vois. Il est vraiment dans un truc où il veut hustle. Et, euh, et voilà. Après, moi, c'est souvent aussi ce que je vois quand j'échange avec les personnes, mais même moi, ça a été le cas. On ne pense pas de la même manière en fonction de ce qu'on vit et l'âge qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne pense pas de Bien la même sûr. manière quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, des enfants, pas d'enfants, mariés, pas mariés. C'est 100%. l'expérience de vie. Et pareil, des fois, c'est de se dire, bah, le rêve que j'avais à 20 ans, bah, il a évolué, ou le rêve que j'avais à 30 ans, maintenant, il est différent. Et c'est juste qu'est-ce que je fais pour me réaligner. Mais souvent, les personnes, le changement, elles en ont peur.
parce que ça demande en fait un effort, parce que forcément les changements que toi tu as entrepris, ça va changer des choses dans ta vie, ça va changer de cercle, ça va peut-être changer ton mindset, ça va peut-être changer ta relation, mais ça va aussi te rapprocher davantage de où tu te sens bien. Mais il y a des personnes Ça déjà qui te vont pas rapproche de ta femme parce que tu t'en étais éloigné, parce que tu étais devenu un connard aigri, fatigué, qui avait le temps de rien. Ça te ça a rapproche changé de ça. tes potes. Ça a changé ça là. Le truc, c'est que comme mon quotidien me pesait, je le faisais ressentir sur mon entourage petit à petit. Les prises de conscience que je me suis rendu compte que j'étais en train de dépasser la ligne, j'avais plus de patience avec mon fils, je profitais pas de moments avec lui, j'avais beaucoup moins de temps libre. Euh, j'étais devenu relou, arrogant, stressé en permanence. Donc, stressé avec ma femme, mécaniquement aussi. La relation, elle se dégradait. J'avais de plus en plus d'envie de mes démons, entre guillemets, tu vois. Ouais, mais Alcool, sortie, extérieur, bref, te sortir la tête, tu vois. Tu veux plus être en confrontation avec la réalité. Et donc ça, quand j'ai ressenti que c'était trop, un des pics qui a été fort, c'est j'emménage dans cette villa magnifique dont j'ai toujours rêvé à l'autre bout du monde et machin. Et ça dure 3-4 jours. Dépression. Après dépression. En mode tout ça pour ça. Ouais, parce que comment ça se matérialise? Comment toi tu te dis ouais ça c'est de la dépression à ce moment-là ou a posteriori? C'est quoi? C'est J'ai plus aucune envie de me lever le motivation? matin. Je vais au boulot, je glande devant mon ordinateur, incapable de produire quoi que ce soit. J'ai envie de parler à personne. Et j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. J'ai envie de bouffer. Je suis déconnecté de tout ce qui me fait kiffer. Je suis attiré vers tout ce qui me légumise. Tu vois, le scroll, le truc, le machin, les gonzesses, enfin, tout ce qui te sort de ton toit, quoi. Tu vois. Ouais, je Et, comprends. euh, et ça dure quelques mois, ouais, avant vraiment que je dise, bon, là, stop, faut arrêter. Et ça, comment tu fais cette prise de conscience? C'est toi qui, à un moment donné, te dis, il y a un truc qui te fait cliquer où tu te dis, mais en fait, ce que je suis en train de vivre là, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux. Ou alors, c'est un cumul de toi plus ton entourage, ta femme, ton fils, où tu vois, en fait, tu as des signaux qui te disent, ouais, non, en fait, j'ai pas envie. Moi, je te vois comme ça. En fait, c'est pas la personne que j'ai choisi d'épouser, c'est pas la personne avec qui j'ai choisi de faire ma vie. Parfois, il y a l'entourage, parfois, c'est soi-même. Elle me l'a dit qu'après. Ah, Après, elle m'a partagé une anecdote qui m'a vachement marqué, tu vois, et qui m'a conforté. Elle m'a dit à un moment donné, je suis à l'étage. Toi, tu rentres en bas, il y a un truc qui est mal arrangé, ou il y a le truc que tu cherches qui n'est pas à sa place. Je dis, mais en même temps, s'il n'est pas à sa place aussi. Tu vois. Et elle me dit, tu vas hurler après moi. Moi, je suis dans la chambre, je sais même pas ce que tu veux. Et elle me dit, elle s'est juste mise à pleurer, tu vois. ouais. Et elle dit à ce moment-là, elle pense à se séparer, elle n'en peut plus, elle est fatiguée. Et elle me dira ça après. Mais donc ça a été un petit peu, bien évidemment, de l'environnement extérieur, mais c'est surtout moi, dans tous les cas, je te dis, je suis conscient de mes rêves, de mes envies depuis très longtemps. Et là, je suis conscient que c'est pas moi. Il y a un moment donné où, parce que j'ai toujours le dev perso dans ma vie, parce que j'ai toujours ces espèces de bulles où des fois, justement, je me sens bien parce que je prends plus de temps à faire autre chose. Et là, je me dis, ouais, il y a un décalage en fait entre ce que j'ai envie de vivre, entre ce que je vis et mon quotidien. Ça a été une conversation avec des potes. Un jour, j'ai une conversation avec mon pote Stan Leloup qui me dit c'est quand même marrant, hein, c'est le seul mec extraverti qui a plein de kiff, de capacités sociales, de trucs, et qui passe sa journée derrière des fichiers Excel. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Ouais. Ah, des fois, c'est des prises de conscience comme ça, tu te prends une gifle de quelqu'un, même qui n'a pas l'intention, mais juste qui fait un constat et où ça te ramène un peu à la réalité. À la Parce que réalité. c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une forte intensité dans le business et qui décrivent exactement ça. Et je pense qu'on est tous passés, je suis passé aussi par là, hein, de fait à un moment donné de me dire, mais en fait, je travaille tant d'heures par jour, il y a des fois où j'ai travaillé moins, il y a des fois où j'ai travaillé beaucoup, et plus on travaille, plus on a investi, même si on est passionné, à un moment donné, quand on est très 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 sollicité, il y a beaucoup de pression. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et
je me retrouve dans ton discours où finalement à côté, on a besoin de cette coupure, on a besoin d'avoir un état modifié de conscience qui va nous amener autre part. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le scroll, ça peut être le fait d'être isolé, de ne pas avoir envie de parler de quelqu'un, ça peut être de faire du sport, ça peut être peu importe, mais où on a moins étonnamment de patience avec les personnes qui peuvent faire partie de notre entourage parce qu'on se dit que c'est notre bulle et que tout doit être parfait et qu'on n'a pas envie d'avoir une charge mentale en plus. Et au final, ce qui est censé nous faire le plus de bien, on les met à mal, alors que ce n'est pas nécessairement de leur faute. Hein. T'en as souri, mais de dire aller en haut, c'est même pas ce que je veux, je suis en train de crier. Et évidemment, c'est en vrai, avec du recul, que ça soit rangé ou pas, est-ce que ça va changer notre vie? C'est pas certain. Non. Par contre, si on se sépare de la personne qu'on aime et qui nous aime, est-ce que ça va changer notre vie? Et à cause de quoi? Et avec le recul, parfois, c'est de se dire ah, c'est dommage, si j'avais eu cette prise de conscience-là avant, peut-être que j'aurais fait différemment. Donc, complètement. Moi, si j'avais eu ces prises de conscience-là avant, je pense que je serais encore dans mon bise. J'aurais juste géré différemment. J'aurais juste redéfini mon rôle, redéfini mes attentes, redéfini mes besoins, en fait. Le truc, c'est que tu te perds à un moment donné, le moteur, il change. Les rêves qu'on avait avant ne sont plus les mêmes, et peut-être même... Qu'est-ce qui m'excitait, moi, dans ce projet? Est-ce qu'on est vraiment capable de faire 1 million par mois? Est-ce qu'on est capable de bâtir un putain de bateau pirate qui va aller jusqu'au bout? Quand je l'ai fait, j'ai vu que c'était possible, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc oui, ok, après 1 million par mois, c'était... on va faire 10 millions par an. Mais il n'y a rien. Émotionnellement, il n'y a plus rien. Ouais. Et moi, en 2021, quand je fais focus sur ce projet, je mets de côté la communauté d'entrepreneurs, le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, le développement des interviews, des podcasts, etc. Donc en fait, le trade-off, c'est ce qui me fait kiffer. Ouais, c'est vrai que du coup, quand tu éloignes ce qui te fait kiffer et que tu fais ce qu'il faut pour vivre ou pour que ça fonctionne, c'est très différent. Tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais et mécaniquement, tu t'éteins au fur et à mesure. Tu es le robot qui réalise, mais pas l'être humain qui vibre. Donc, ouais, c'est. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes nouveaux rêves? Parce que par rapport à avant, tu as une prise de conscience et tu te dis, maintenant, moi, en fait, je me suis redéfini, réinvention. Et c'est intéressant parce que, par exemple, moi, avec mon épouse, on ne veut pas d'enfants, on n'a pas d'enfants. Et pour autant, c'est toujours un questionnement que j'ai. Mais toi, tu as dit que ça avait fait partie de ta réflexion à un moment donné de te dire, j'ai un enfant, en fait, qu'est-ce que je veux lui donner comme exemple à mon enfant? C'est quoi la place qu'il doit avoir dans la vie? Est-ce qu'en fait, c'est pas grave de ne pas être heureux si tu as les moyens matériels? Ou alors, est-ce que finalement, c'est peut-être plus intéressant d'avoir moins de moyens matériels, mais d'être heureux? Parce que c'est peut-être ça le sens, le but de la vie. Parfois, les gens, ils oublient que tout ce qu'on met en place, normalement, c'est au service d'être plus heureux. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de matériel pour être plus heureux? Je ne crois pas. Mais parfois, les gens l'oublient. Souvent, quand on pose la question, je vais même dire, parfois, on l'oublie. Ouais, bien. Même les personnes qui en ont conscience, elles peuvent y penser à un instant T, avoir une prise de conscience et se rappeler. Mais la réalité, c'est que quand on est pris par la passion de ce qu'on aime, parfois, on va se dire, mais en fait, je fais tout ça. Pourquoi? Et le temps que j'ai passé à ça, moi, j'aime bien les expressions. Et il y a une expression qui dit choisir, c'est renoncer. Et quand je choisis de m'investir dans ma passion, dans mon travail, je renonce à quoi? Du temps de liberté pour autre chose, même si je suis libre de faire du travail, mais ça peut être du temps en famille, ça peut être du temps pour créer des souvenirs. Et donc, je pense, et encore, on a une position qui est un peu différente parce qu'on est des chefs d'entreprise, mais je pense que c'est encore différent quand tu as un travail où tu as moins de liberté. Parce que si on ajoute à ça la pression financière, si on ajoute à ça la pression de société, si on ajoute à ça la pression professionnelle, tu dois faire un travail, tu dois rendre un travail, le contexte qui est incertain, je pense que c'est pas moins simple parce qu'on a cette prise de recul de dire ok, on a les moyens, on se donne une autre opportunité, on se reconstruit, on se redéfinit, on choisit. Je pense que parfois, par éducation, je pense que c'est plus difficile pour des personnes qui n'ont pas été tout de suite mis dans cette réalité de c'est possible, ça ne va pas être facile. Mais ce que tu disais pour Wim Hof, ça ne va pas être facile, mais pour autant, j'accepte d'affronter à un instant T quelque chose qui ne va pas forcément être agréable, quel changement, pour accueillir et avancer, parce que c'est aussi un des travers, je trouve, de plus en plus aujourd'hui. Les personnes veulent tout de suite. Alors que la réalité... Moi, je me rends compte, plus je vieillis, j'ai dépassé les 40 ans, plus je vieillis, encore une fois, une expression, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et je trouve que c'est très réel. Les choses qui sont rapides et qui sont productives de quelque chose, souvent, je trouve, dans le temps, ne résistent pas.
Ouais, elle ne dure pas. On a besoin d'éprouver, de connaître. Je pense que c'est le cumul de l'expérience de vie qui fait qu'à un moment donné, on acquiert au fur et à mesure cette humilité euh, de se dire, en fait, je ne sais pas. J'ai des informations qui me permettent d'assimiler une situation de vie ou de comprendre quelqu'un, mais je ne peux pas me permettre de faire des interprétations, de juger ou de me dire que je sais mieux, parce que la réalité, c'est que je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces chaussures, je n'ai pas vécu ça, et la seule chose que je peux faire, c'est poser des questions avec, encore une fois, l'humilité et l'intérêt de m'enrichir, de me dire, bah, est-ce que toi, en tant qu'être humain, ça te dirait pas de me partager la vision, ce que tu as vécu, parce que peut-être que ça va nourrir une partie de ma vision, ça va m'enrichir et que je vais pouvoir m'en servir. Et ça ne veut pas dire que tu as eu raison ou tort, mais ça voudrait dire que ce que tu as vécu, peut-être que moi, ça va me donner une information. Et tout à l'heure, ce que tu partageais, c'était pour beaucoup de choses très vrai. Le fait de s'isoler, je parle beaucoup des chefs d'entreprise parce que c'est plus le milieu que je C'est la connais. catégorie de gens avec lesquels on discute tout le temps. Ouais. Mais oui, mais souvent, ce que tu partages, je le retrouve, des personnes qui se sentent isolées seules, même si elles sont en couple, parce que souvent, le ou la partenaire de vie, et c'est pas un tort, hein, ne comprend pas cette forme de pression parce qu'elle ne la vit pas, ou il ne le vit pas. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais on se retrouve souvent isolé, et parfois on se dit, ouais, ok, j'ai envie de couper ça, et c'est pas que j'ai pas envie de le vivre avec toi, c'est simplement en fait que j'ai envie de vivre autre chose, parce que ce monde-là, il m'accapare tellement de mon énergie, de charge mentale, que j'ai envie juste de switch sur autre chose qui va me déconnecter et permettre de me reconnecter à autre chose. Pas forcément bien, juste autre chose. Tu vois, même en tant qu'homme, moi, pendant un moment donné, il y avait aussi ce truc de tu partages ou tu partages pas à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Faut être Mm. authentique, faut être transparent, on construit ce truc à deux, mais à un moment donné, quand même, toi, t'es pas sûr de toi. Quand t'es pas dans ton leadership en tant qu'homme, quand t'es pas dans ton leadership en tant que chef de famille, que tu es en train de douter, que tu as peur, que tu as juste envie de te foutre en boule et de pleurer parce que tu as besoin de décharger. Oui, tu vas à la boxe pour taper dans le sac pour décharger. J'ai compris, au début, j'étais oui, non, faut tout partager, etc. Il faut pouvoir vivre en transparence avec ton partenaire parce que si tu te fermes à ton partenaire, tu te fermes à toi-même, tu te fermes à la vie, ça va être compliqué à un moment donné. Et j'ai eu une espèce de révélation aussi qu'en fait, tout n'est pas bon à partager à l'instant T. Parce qu'il y a des choses aussi qu'il faut mûrir, qu'il faut digérer, qu'il faut vivre, avant de le partager à un être très émotionnel que sont les femmes, qui, elle, potentiellement, va ruminer, imaginer. Toi, tu as besoin que ta femme soit ton centre de gravité, une espèce d'oasis de calme et de paix, un endroit où tu peux te ressourcer. Et donc, en fait, j'ai compris qu'il y a aussi plein de choses dans ce tumulte émotionnel, financier, dans cette pression qu'on peut ressentir en tant que chef d'entreprise, où à un moment donné, oui, il faut le faire avec ton partenaire et avancer à deux, mais peut-être pas à l'instant T, et peut-être pas tout le temps, parce que ça pourrait être pire que bien et plus négatif. Tu vois, ça c'est pareil, ça a beaucoup évolué, et je pense qu'aussi en tant qu'homme, et notamment, alors en tant que chef d'entreprise, moi j'ai beaucoup culpabilisé avant de quitter le bateau par rapport à mes salariés, les gens que j'ai recrutés, les gens que j'ai accompagnés, les gens à qui j'ai vendu un rêve, qu'on va développer ensemble, qu'on va grandir. Et d'une façon ou d'une autre, 3 ans plus tard, ils ont gagné leur vie, ils vivent avec moi, ils voyagent autour du monde et machin. Est-ce que j'ai pas rempli un peu ma part du deal? Bon, à un moment donné, il faut aussi couper court, tu vois. Je peux pas être le papa de tout le monde. Bien évidemment, auprès de mes enfants, on ressent aussi ce truc de responsabilité auprès de ta famille. Et donc, je pense que pour un homme encore plus, ça tourne. Il y a ce truc de la force. On m'a appris à me taire, à prendre mon sac à dos, à marcher, à avancer, et ça va passer. Toi et moi, je pense qu'on a beaucoup pendant longtemps opéré depuis ça, avant de pouvoir transitionner vers un autre modèle de fonctionnement. Mais ça a été aussi le modèle que la vie, notre éducation nous a donné, tu vois, de base, la société, à un modèle effectivement où on est plus en alignement avec nos émotions, avec nos sensations, apprendre à s'écouter, apprendre à comprendre l'écosystème dans lequel on évolue pour pouvoir avancer de manière, on va dire, un peu plus écologique sur le long terme. Bah, tu vois, c'est aussi un truc qui a beaucoup tourné dans cette dernière année pour moi, parce que je voyais que quand je partageais des choses où vraiment je n'en avais aucune idée de ce que j'allais faire, tu vois, au moment de ce changement, bah, ma femme, elle stressait encore plus, ça m'ajoutait encore plus de doutes, encore plus de stress et à l'incapacité de prendre des décisions. Et donc,
Même si, tu vois, quand je prends la décision d'arrêter, ma femme a été un vrai soutien, un vrai support. Elle m'a dit, waouh, enfin, je retrouve mon mari, enfin, tu vas pouvoir te focaliser sur ce qui a du sens pour toi, pour accompagner, pour briller, pour partager ta lumière, etc. Au même titre que une semaine après, et de manière très légitime et naturelle, mais la maison, mais l'école du petit, mais les voyages, Des éléments beaucoup plus rationnels. bien Se sûr. dire d'un côté, je retrouve mon mari, il va s'épanouir, c'est la réaction à chaud, et puis après, la réalité qui est complémentaire, hein, qui se dit, bah, ok, maintenant qu'on a décidé ça, comment ça va se traduire de manière concrète au quotidien. Exactement. Et puis, ça va très vite de monter son niveau de lifestyle. C'est très compliqué de le faire descendre. Et pour tout le monde, pour vous, pour votre partenaire, pour les enfants, encore pire, je pense. Quand on commence à s'habituer à quelque chose, surtout quand c'est bien, surtout le confort, redescendre, c'est très compliqué. Donc, il faut aussi penser à ça. Je pense que avec un peu de recul, j'aurais peut-être augmenté le niveau de lifestyle plus calmement, moins rapidement, et un peu plus investi peut-être plus tôt, quoi. Ce qui aurait Ouais. facilité la sécurité, même si encore une fois, on est des privilégiés. Moi, j'ai fait cette transition avec un énorme coussin de sécurité derrière, avec la vente de mes parts, même si j'ai pas touché de l'argent cash pour en parler. C'est un coussin de sécurité supplémentaire. Voilà, si tout va bien, j'ai des années de revenus devant moi. Je me le suis payé, mon luxe de pouvoir aujourd'hui me poser des questions et de faire une espèce de midlife crisis, Ouais. même si je pense pas que c'en est une. Hem, pour effectivement, et on en reparlait, tout à l'heure, mon fils, l'élément déclencheur, qui pour moi, mais c'est parce qu'on est aussi comme ça, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on est très dans le développement, «personnel» entre guillemets, tu vois? Le plus grand miroir que j'ai eu dans ma vie, ça a été ma femme, parce qu'elle te connaît à un niveau, très profond, et donc tout ce que tu aimes pas de toi, tout ce que tu veux pas voir de toi, tout ce qui t'emmerde ressort, tu vois, dans la relation en termes de proximité. Un enfant, et surtout un petit garçon, c'est encore pire. Parce que, quand tu t'énerves un peu trop vite, tu te dis: «Bah, putain, s'il me voit faire ça, il reproduit». Je dis un mot, il reproduit le mot. Je fais un geste, il reproduit le geste. Il veut partout courir derrière papa, faire les choses avec papa. Tous les jours, il me voit aller faire du sport. Bah, je vais aller courir avec papa aujourd'hui. Et en fait, mécaniquement, donc là, bien sûr, il est un peu plus grand, mais même d'office, toi, tu projettes un peu ça. Ensuite, ça se passe. Et quand ça se passe, tu te dis, mais en fait, ma responsabilité en tant que personne, elle me dépasse. Elle me dépasse. Elle me dépassait déjà un peu en tant que chef d'entreprise. Mes agissements avaient un impact sur tout un tas de personnes. Mais là, c'est sur ton fils. C'est encore plus important. Il y a aussi un peu d'ego qui se joue. Tu as envie de faire les choses bien. Tu as envie que. Et donc, il y a un truc qui te pousse vraiment, entre guillemets, à devenir cette meilleure version de toi-même. Mais cette meilleure version de toi-même, pas juste sous stéroïdes. euh, Aussi dans l'écoute, aussi dans l'amour, aussi dans le ressenti. Et donc, ça fait partie des éléments déclencheurs. Mais franchement, avant tout, et de manière très égoïste, j'avais juste peur d'être déçu. J'avais juste peur d'avoir des regrets. J'avais juste peur de passer à côté de mes rêves que je fais depuis que je suis gosse, de ces fantaisies, de trucs qui se passent dans ma tête. Et d'un jour de me dire, j'ai même pas essayé à fond. Tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait du coup, parce qu'il y a forcément un élément déclencheur à un moment donné où toi tu t'es dit, finalement j'avais peur. Et qu'est-ce qui à un moment donné t'a donné suffisamment de courage de te dire, bah, peut-être que je sais pas tout, mais je vais passer le pas. Parce que tu avais peur, il y a bien quelque chose où, tu sais, c'est toujours une question de balance, hein. C'est j'ai Je trop suis peur de passer complètement à d'accord l'action. avec toi. Ouais. À un moment donné, il y a quelque chose où ça a été plus fort que la peur, où tu t'es dit, j'y vais quand même. J'utilise Le- cette exacte même image de la balance pour expliquer aux gens que quand ils font pas les choses, c'est juste que il y a un poids qui est plus important de l'autre côté de la balance. Et donc, il y a eu plusieurs frustrations accumulées, donc déjà toute l'année, bien évidemment. La maison, cette rentrée dans la maison, cette grosse claque de d'être incapable de profiter et d'être dans la gratitude de ce que j'ai construit.
Ça a été Je vraiment voudrais dur. faire un point sur ça, sur la gratitude. C'est quelque chose que tu avais peu ou pas avant. C'est-à-dire que tout ce que tu avais, en fait, tu n'arrivais pas à avoir de la gratitude pour ça. Et en fait, tu as pris conscience encore plus. Tu dis, mais j'ai une baraque qui est extraordinaire. Tout le monde rêverait d'avoir ça, mais en fait, je ne suis pas content. Je J'arrive bosse pas dessus depuis très longtemps. J'ai développé ça depuis longtemps dans ma vie. Je me souviens, tu vois, faire les exercices de gratitude, ressentir quand j'étais en Thaïlande, quand j'étais 2017, 2018. Donc, même Première fois que je avant. vois Tony Robbins, c'est 2017. Donc, tu vois, ça remonte. Mais en fait, c'est justement, et je pense que ce qui a été le plus dur, c'est-à-dire que je l'ai connu à un moment dans ma vie, puis je l'ai un petit peu laissé tomber, tu vois. Et Ouais. donc, là, effectivement, il y a cette phase où, un, je sens que je ne profite pas de ma liberté. Deux, je n'arrive plus à apprécier ce que j'ai et à être juste épanoui avec ce que j'ai. Et puis, il y a eu plein d'anecdotes. Je vis en République dominicaine dans un cadre incroyable et je ne profite pas de la plage. Je ne vais pas à la plage. Je ne profite pas du golf. Je ne profite pas du kitesurf, tu vois, qui sont les 3 trucs ici qui se font le plus. Je décide à un moment donné de me payer des cours de kitesurf à Las Terrenas, dans une des parties les plus jolies de l'île. Tu prends la voiture, 3 heures de route, tu arrives. Mon prof de kitesurf m'attend. Et là, téléphone, il est minuit en France, mon associé qui m'appelle. Rarement une bonne nouvelle. Stripe, PayPal, en train de bloquer, on ne peut plus encaisser. Chaque minute qui passe, je perds de la thune. Et là, je sais que mon heure de route pour arriver, je vais perdre 4-5 000 euros à peu près. Et que chaque heure qui va passer où je ne débloque pas, je ne solutionne pas le problème, je perds des milliers d'euros. Et là, je me suis senti être la pute de mon business. Je me suis senti vraiment, vraiment prisonnier, tu vois. Ouais. Ouais. Surtout Et là, quand, en par fait, contre, il y a des positions où parfois tu te dis c'est différé. Là, tu sais que chaque minute qui passe, c'est une autre forme de pression. Quiconque serait dans son business en gagnant un peu de moyens, on pourrait même comparer une vie de salarié, à n'importe qui, on dit bah, là, toutes les heures qui passent, tu perds 5000 balles. Ah là, il y a quelque chose qui se passe où les personnes n'ont pas envie de perdre 100 000 balles. Et donc, forcément, il y a d'un côté, j'ai envie de vivre ma liberté, vivre mon rêve, aller faire du kitesurf. Et de l'autre côté, bah là, la pression financière, je pense même pas qu'à ce moment-là, ce soit une question de sécurité financière. Je pense que c'est une question du coût à l'opportunité qui est manqué, de se dire ça va bien être quoi sûr. l'impact sur la société. Et ce qui fait que bah, j'imagine ouais, l'état dans lequel tu es quand bah, déjà tu te dis bah, je fais 1 heure, bon, je sais déjà que cette heure-là, c'est 5000 balles. Et puis après, tu arrives. Et tu as 2 choix. Et du coup, pendant 7 heures, à ton avis, quand ton Ouais. gosse, il commence un peu à crier dans la voiture, parce qu'un enfant, ça crie dans une voiture. Ouais. Quand ta femme, elle te pose des questions à la con de pourquoi est-ce que tu fais la gueule et tu roules plus vite, faut faire attention sur la route, mécaniquement, tu deviens un enculé, tu vois. Toutes tes peurs, tous tes trucs, ils sont là. Et donc, tu arrives au Airbnb, tu check-in, tu fais le 20-80. Et là, déjà, il y a un énorme shift. Je vais au kitesurf, en fait. Je vais au Ah, kitesurf. c'est ce que j'allais dire. Tu avais 2 options. La première, c'est de dire je ne fais pas le kitesurf. La deuxième, c'est de te dire, enfin, il y a 3 options. La deuxième, c'est de te dire, bah, je vais au kitesurf, possiblement avec ça dans ma tête, ce qui est une des options. Tu as l'autre option qui est, je vais au kitesurf, je gérerai ça après et j'arrive à switcher. Et tu as la troisième option, je ne vais pas du tout au kitesurf parce que je sais que de toute manière, bah, je ne vais pas en profiter parce que je suis en train de perdre de l'oseille. Ouais. Et toi, tu as choisi Donc, j'ai l'option à essayé de ce faire moment-là, je switch off. Non, 20-80. J'ai bossé 2 heures. J'ai pas mangé. J'ai bossé 2 heures. J'ai fait les switches et je suis parti au kitesurf. Et tu as réussi à profiter du kitesurf de Oui, manière. parce que j'avais décalé les gros sites internet et donc en fait, ça allait me coûter 500 balles ou 800 balles et c'est OK. Mais tu vois, qu'on parlait de balance, 5000 balles, c'est pas OK, mais on se dit, OK, 500 balles, ça passe. On passe pour le plaisir que je peux prendre, le fait de switcher, etc. Et c'est intéressant. Et en fait, là, vraiment, c'est faut que je m'achète cette tranche de liberté. Si j'y vais pas, je vais tellement pas respecter mes valeurs que je vais m'en vouloir, tu vois. Et ça, Et c'est ça a fou. été un gros élément déclencheur. Tu te le dis, ou alors juste tu le dis, tu Je- peux prendre une décision et tu rationalises après. Aujourd'hui, là, c'est évident après coup, mais sur le moment, je ressens que je dois y aller. Ah Je ouais. ressens que je suis en train de tirer sur la corde. À ce moment-là, on est fin 2024, je crois. Et ouais, je sais que je tire, tu vois. Et donc là, je mets un point d'honneur à aller au kite. Par contre, je poste pas de contenu. Je me dis,
si mon associé m'envoie un message, je me sentirais un peu coupable. Tu Mm. vois, il y a un truc quand même où là, les valeurs, elles s'entrechoquent trop. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ah, Je c'est pars en intéressant. Thaïlande dans la foulée. 2024. Donc 2024. Ouais, décembre 2024 pour l'anniversaire de mon pote. J'ai toujours rêvé de faire ça. D'avoir des potes partout sur la planète. Tu te maries, tu trucs, tu machin. Viens, on va là-bas, on y va. Ça fait partie vraiment de mes kiffs, de mes rêves de liberté initiaux, tu vois, avec lesquels je vis et avec lesquels je me suis lancé dans tout ça. Les prix des billets d'avion explosent parce que je suis un connard. Ma femme est dominicaine. Moi, je prends des billets 3 mois avant parce qu'on est des hommes organisés. Et en fait, je prends des billets qui passent par le Canada. Ma femme n'a pas de visa pour le Canada. Le visa pour le Canada, il va jamais sortir en 2 semaines parce que là, on est à 2 semaines du départ. Et donc, j'ai mes billets dans le cul, quoi. Donc, j'ai payé 6 000 balles mes billets, mais en fait, on peut pas y aller. Ça marche pas. Et il faut racheter des billets. Et c'est 10 000 balles. C'est 10 000 balles pour aller en Thaïlande. Et en classe éco, hein, pour info. Et là, je ressens le fait d'être pauvre, hein, tout simplement. Donc même si on n'est pas pauvre, tu sais que mettre 10 000 balles dans un deuxième billet d'avion pas prévu parce que j'ai fait une erreur, machin, bah oui, je suis pas en fait assez riche pour me permettre de faire ça comme ça. Et donc, ça me pèse. Et donc, je me dis, tout ce travail, je peux même pas acheter un billet d'avion pour aller au mariage de mon pote. Il y a vraiment encore un décalage de valeur, un sentiment de frustration. Et là, je me dis, c'est ça la vie que je veux. Et donc, je vais vivre la vie comme j'ai envie de la vivre. Et donc, j'achète ce fucking billet d'avion à 10 000 balles. Les cartes bleues ne passent pas, le truc. Ça me casse les couilles. Je le refais 4 fois. J'achète mon billet d'avion et je me barre en Thaïlande avec ce truc de il faut que je prenne une décision. Là, je ressens qu'il faut que je prenne une décision. Et donc, je parle avec notamment des gens qui sont extérieurs de ma vie du quotidien, avec des entrepreneurs smart. J'accélère un peu mes séances de thérapie que je prenais un peu plus une fois tous les 3 mois. On recale à 2 fois par mois, etc. Se poser les bonnes questions. Et l'évidence. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne vis pas depuis je nourris pas assez mes valeurs. Je ne réponds pas assez à mes besoins. Je me délaisse trop. Et donc, le courage, ça a été de dire cette vie-là, c'est pas être courageux, c'est pas la vie que je veux. C'est pas moi. Et c'était pourquoi, avec le recul, du coup, si la villa, c'était pas toi, est-ce que c'était un but? Ça répondait à quoi? Parce que, en fait, le mouvement, il répond toujours à quelque chose qui a été initié. C'est de se dire, est-ce que c'était de me dire un jour, j'aurai cette villa-là? Est-ce que c'est de dire, c'est le besoin de confort, c'est le besoin de sécurité financière, c'est le besoin de rassurer la Le famille? projet, tu parles ou la maison? La maison, tu dis, en fait, la villa, c'est pas moi. Donc, Non, cette vie-là, c'est pas moi. ouais. Ah oui, cette Tu vois, villa, pas la villa, cette la vie-là. maison. Ouais, cette villa. Exactement. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, ben non, mais c'est effectivement ce projet en 2021 de est-ce qu'on est capable de faire 1 million par mois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis capable d'être cet entrepreneur? Est-ce que je suis capable de bâtir ce projet? Et puis, quand c'est fait et qu'il n'y a plus l'excitation, de ne pas avoir réussi en fait à renouveler, à voir que j'avais d'autres besoins et à les combler et à me dire non, il faut rester pour l'argent. En fait, rester pour l'argent, c'est plus suffisant, mon gars. T'as plus l'âge. Non, et puis, on le voit systématiquement, d'ailleurs, dans différents domaines de vie. Hein. Pareil pour les personnes qui travaillent. Hein. Tu leur donnes une prime à un instant T, ça va les exciter, mais c'est pas ce qui va les motiver. Dans la réalité, dans le temps, c'est pas ce qui va les motiver. L'argent, c'est que le besoin de sécurité financière. Mais derrière, souvent, c'est des questions que je posais aux personnes. Si vous aviez argent illimité, est-ce que vous continueriez à faire ce que vous faites dans votre vie? 100% du temps, la réponse est non. Et c'est fou. C'est exactement des questions que je me suis posées, tu vois, et qui ont accentué ce déclic. Ouais. Mais après, c'est pareil de dire, OK, finalement, j'ai pas l'argent illimité, mais j'ai fait un constat qui était que, en fait, aujourd'hui, je suis en train de faire ce que je suis en train de faire pour l'argent. Mais donc, c'est comment je fais pour vivre la vie que je veux sans avoir à me poser la question de l'argent. Parce que si j'exclus ce problème, je vais vraiment vivre le rêve que j'avais quand j'étais enfant, avec les choses dans ma tête, etc. Donc finalement, il faut que je traite ce problème d'argent, mais peut-être pas par le moyen que j'ai choisi aujourd'hui ou que je subis aujourd'hui, qui est celui de l'entreprise avec Tristan, etc. etc. Donc j'imagine que
c'est peut-être les questions que toi tu t'es posées, c'est le chemin, mais le plus important, c'était d'avoir le constat. Parce que le plus dur, c'est souvent une analogie que j'ai prise, mais c'est pareil que les personnes qui ont des difficultés avec des addictions, que ce soit la cigarette ou l'alcool, parfois, non, mais je peux arrêter quand je veux. Et Mais non, en fait, non. En fait, non, je peux pas. Mais il y avait un test, même sur les entrepreneurs. C'est est-ce que tu es capable, là, je te dis, pendant 3 heures, là, tu réponds à rien. Pas au mail, pas à WhatsApp, pas à tes collègues, à personne. La plupart des entrepreneurs en sont. Non. Ils peuvent le faire, il y en a, mais ça va vraiment les tordre à l'intérieur, ça va les gêner. Ils vont se dire, waouh, ce que je vais récupérer derrière en termes de volume, en termes de stress, en termes de charge, en termes de conséquences. Et donc, ça aussi, c'est un moyen en termes de valeur. Ce n'est pas moi. Ouais, et puis aussi en termes de valeur, tu as raison. Est-ce que ça t'a Et donc, rapproché de ton épouse Comment Est-ce que ça t'a rapproché du coup de ton épouse? Oui. Oui, le fait, c'est aussi En fait, ça souvent. m'a rapproché de moi. Et aujourd'hui, je parle beaucoup de le monde dans lequel on vit. Et à partir du moment où tu fais les choses pour les mauvaises raisons, t'éloignes de toi. De toi. J'ai pas envie de parler de trop de trucs spirituels, genre ton grand toi, mais de ce qui t'anime, de ce qui te fait kiffer, de ce qui te fait sourire, de tes valeurs. Et donc, ça t'éloigne de toi. Quand tu t'éloignes de toi, tu t'éloignes des autres. Donc, mécaniquement, ça m'a rapproché de ma femme et ça m'a rapproché de plein de gens parce que même tes amis, comme tu n'es plus vraiment toi, tu n'es jamais vraiment authentique. Et comme tu n'es jamais vraiment authentique, les relations que tu construis ne sont pas vraiment authentiques. Parce qu'il y a plein de sujets que tu n'as pas envie de discuter, parce que dans tous les cas, tu n'es pas heureux foncièrement. Parce que donc tu vas pas être là, bah oui, non, bah en fait, ma vie, c'est de la merde. En ce moment, je fais un boulot qui me fait pas kiffer. Je sais pas c'est quoi la deadline, et voilà. Et non, tu vois. Et donc, mécaniquement, tu mets un peu un masque. Ce que tu pourrais faire. Mais beaucoup jouent avec des masques, mais même pas par conscience, mais de manière inconsciente, parce que c'est le rôle dans lequel ils sont. De survie. Ils n'ont pas forcément le temps de se poser. Exactement, ils n'ont pas le temps de se poser ces questions et de dire, bah, de toute manière, en fait, il y a 2 choix. Ce que je suis en train de constater, ça ne me convient pas. Et souvent, c'est encore une fois une question de croyance. C'est de toute manière, je n'ai pas le choix. Donc, si je n'ai pas le choix, je mets mon masque, je baisse la tête, je prends mon sac et j'avance. Ce qui est une manière de faire, jusqu'à temps que je ne puisse plus avancer. Parce que le sac est trop lourd, parce que j'ai envie d'autre chose. Que tu contractes une maladie grave, que la vie te fasse t'arrêter. Exactement, que la vie t'oblige en fait à avoir cette introspection. Et d'ailleurs, ça arrive souvent quand les personnes ont quelque chose. Après, elles ont un réflexe de dire, mais en fait, là, j'ai failli crever. Mais je me retourne sur ma vie. Est-ce que là, ce que j'ai vécu, c'est la vie que je voulais avoir ou pas? En fait, là, toute la santé que j'ai mis au service de ce que j'ai fait, est-ce que ça valait le coup? Je suis passé à côté de ma vie de couple, je suis passé à côté de ma vie de famille avec mes enfants, je suis passé à côté de mes rêves, je suis passé. Et souvent, on s'en rend compte trop tard. Il y a beaucoup de personnes. Il y avait une étude qui avait été faite en Australie avec des personnes qui étaient en fin de vie et où on leur posait la question de savoir si vous aviez besoin de refaire votre vie, qu'est-ce que vous changeriez? Et beaucoup de personnes disaient, en fait, j'ai pas assez osé. Je me suis pas assez fait confiance. Si j'avais su, j'aurais fait plus. Et c'est vrai, même avec notre expérience aujourd'hui, on reste très jeune, mais aujourd'hui, on se verrait nous à 15 ans, on se verrait nous à 20 ans. On rigole parce que les peurs qu'on avait quand on était adolescent, jeune adulte, où on se disait, en fait, tu es inquiet de ça, mais fonce, il va rien se passer. Fonce, fais-le. Mais à cette époque-là, pour nous, ça nous paraissait être énorme. Énorme. Et parce que la vie fait que on se rend compte que c'est pas si énorme. Et aujourd'hui, on se dit certainement, je vois la différence quand, par exemple, j'avais 20 ans, je pensais tout savoir sur le monde, j'avais tout compris, c'est les autres qui étaient des imbéciles. Et puis après, j'ai pris conscience de ça quand j'avais 30 ans et je me suis dit, mais si je suis en train de penser ça quand j'ai 30 ans, quand je vais avoir 40, en fait, je vais me dire que quand j'avais 30 ans, j'avais une prise de conscience. Donc maintenant, je savais, alors qu'en fait, je savais toujours pas. C'est juste que j'avais pas encore mon moi plus expérimenté qui allait pouvoir avoir ce recul-là. Et je trouve que ça apporte beaucoup d'humilité, le fait de se dire, je fais à l'instant T du mieux que je peux avec ce que j'ai, mais c'est pas pour autant que je m'en contente. Et j'ai cette démarche d'introspection de me dire comment je peux faire, je parle même pas des compétences professionnelles, mais comment je peux faire avec mes qualités humaines pour avoir la compétence pour le coup de comprendre, seul ou en étant accompagné, pour pouvoir avancer, même si c'est juste un petit pas. Tout à l'heure, tu disais quelque chose qui était très juste. Des fois, il y a des choses qu'on doit assimiler avant de pouvoir les comprendre. On a besoin de les vivre. Je vais donner un exemple pour illustrer. Moi, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture.
quand j'ai commencé à accompagner des gens dans du coaching, je me suis dit, c'est génial, parce que toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un dans un accident de voiture, ou même quelqu'un, je vais pouvoir les comprendre. Mais la réalité, c'est que non, parce que ça va dépendre de la relation que tu avais avec la personne qui t'était chère. Est-ce que la personne qui a perdu un enfant, c'est la même chose que quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa fratrie? Est-ce que c'est la même chose que quelqu'un qui a perdu un parent? Est-ce qu'ils avaient la même relation? Et en fait, on se rend compte que même des situations qui sembleraient être extrêmement proches nous ramènent encore à quelque chose de je ne sais pas. Je peux avoir lu tous les livres, je peux avoir fait tous les masterminds, tous les séminaires, tous les coachings. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier, dans les métiers d'accompagnement, c'est qu'à la fin des fins, c'est que je suis juste une personne qui peut poser des questions et qui va potentiellement te permettre d'accoucher d'une réalité qui est la tienne, qui est peut-être pas juste pour moi, mais qui va à l'instant T pour toi, dans ce que tu es en train de vivre dans ta vie, être juste, parce que tu as besoin de vivre ça, et qui je suis pour me dire, en fait non, toi, ce que tu es en train de vivre, je ne suis pas d'accord avec. Parce que ça sous-entendrait que moi, je sais mieux que toi. Mais il y en a combien qui se sont dit non, tu ne devrais pas faire ça, et puis la personne, elle est devenue millionnaire. Ou alors, il y en a combien qui ont dit non, tu ne devrais pas faire ça, la personne, elle a arrêté, par contre, elle n'a pas fait d'arrêt cardiaque. Alors, on ne sait pas si elle a fait un arrêt cardiaque, mais potentiellement, il y a aujourd'hui toujours ce double discours, moi, qui me sert, pas que dans ma vie perso, hein, qui m'a servi avant, dans mon premier mariage, quand j'étais avec mon épouse de l'époque, qui était une personne extraordinaire, hein. Elle était belle, elle était intelligente, on avait des moyens. Mais un jour, quand j'ai commencé à me former, à me développer, à me questionner, c'est des questions que je lui ai posées. C'est quoi pour toi le sens du couple? C'est quoi pour toi le sens de faire un enfant? C'est quoi pour toi le sens du travail qu'on met, le temps qu'on met au service du travail? Et un jour, elle m'a dit, mais en fait, maintenant, tu me dis plus qu'est-ce que je dois faire, tu me poses des questions. Et c'est pas que je t'aime plus, mais c'est que t'es pas l'homme que j'ai épousé. Et en fait, dans la réflexion, je pense qu'il y a un vrai avant-après. Il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans une démarche de développement personnel et où, quand il n'y en a qu'un des deux qui est impliqué dans cette démarche-là, bien sûr que la personne va évoluer parce qu'elle va questionner ses valeurs, elle va questionner ses croyances, elle va questionner son intention de vie. Et à un moment, ça rebondit du milieu personnel dont tu parlais. Je me rapproche de moi parce que j'ai décidé de davantage m'écouter. Je suis un peu plus détaché de l'ego parce que ce que les autres ils vont penser, aujourd'hui, je l'ai suffisamment nourri pour me dire que peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas dans mes chaussures en train de vivre ma vie. Donc, après tout, peut-être qu'ils peuvent ne pas aimer ce que moi, je suis en train de faire, mais à partir du moment où ça ne fait pas du mal aux autres, moi, si j'ai envie de me baigner dans un bain d'eau froide ou si j'ai envie de me baigner dans un bain d'eau chaude, ça ne leur fait pas de mal. Après, ils peuvent penser que ce n'est pas juste ou que c'est juste, mais ça ne concerne que moi. Et ensuite, ça rebondit sur les autres pans de la vie, professionnelle, amicale, le couple, la parentalité, certainement, parce qu'on se dit, vu que je ne sais pas et que je n'ai pas d'ego, je vais demander quand je ne sais pas. Toi, dans le business, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Ou alors, moi, comment je me sens dans le business à ce niveau-là? Ou toi, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre comme objectif? Si c'est mon entreprise et que c'est un client, qu'est-ce que toi, tu as envie d'atteindre aujourd'hui et où est-ce que tu en es? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Et je trouve que cette approche qu'on n'apprend pas, qui n'est pas encore en lien avec comprendre les émotions, comprendre ses sentiments, comprendre la mémoire, mais qui est plutôt dans une vraie démarche bienveillante d'aller vers une personne et de dire « j'ai une compétence ». Alors là, je parle du professionnel, mais ça pourrait être pareil dans le personnel, j'ai une vision. Et ma seule compétence ou ma seule vision, c'est de m'intéresser à toi et de poser des questions pour comprendre qui tu es. Ça oblige à ne pas avoir un égocentrisme, mais plutôt à être focalisé sur l'autre et de se dire moi, à la rigueur, je suis qu'un canal, et je vais poser des questions qui vont, toi, me permettre. Et en plus, encore avec une lucidité plus grande, c'est que grâce aux réponses que tu vas me donner, même si ce n'est pas volontaire de ta part, de par les questions que je vais poser, je vais réussir à m'enrichir de ta vision, que je la partage ou que je ne la partage pas. Ça, c'est vraiment la posture de coach que j'ai décidé de prendre, moi, tu vois. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est extraordinaire parce qu'en fait, on ne peut pas être en conflit avec des personnes et on ne peut pas avoir une position qui est haute en se disant oui, je sais, on peut. On a le droit de faire des interprétations, même si c'est des suppositions plutôt. De dire écoute, quand je te vois en train de faire ça, moi, ça m'inspire ça. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Est-ce que tu penses que je suis dans le juste? Est-ce que toi aussi, tu pourrais avoir cette perception? Ou alors non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Excuse-moi, je me suis trompé, c'est juste quelque chose qui m'est apparu comme ça. Voilà, est-ce que tu penses que quelqu'un qui verrait cette situation-là, vu comme moi, elle pourrait avoir cette vision? Ah ouais, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais je peux comprendre que quelqu'un d'autre le pense comme ça. Ok, comment tu penses que ça peut se répéter ça dans ta vie? Et parfois, moi j'ai pris des gifles comme ça,
Bien sûr. où les personnes, en me posant des questions, j'avais une intention qui était ultra bienveillante. Je peux donner un exemple, si tu veux, pour illustrer ça. À l'époque, je donnais des cours de karaté. J'avais un brevet d'État. Je donnais des cours, je rentrais tard le soir, 22h, je rentre. J'essaye d'appeler ma conjointe de l'époque. La conjointe, elle ne répond pas au téléphone, elle ne répond pas. Je rentre même pas chez moi. Je commence à me faire un film, à me dire, il lui est arrivé quelque chose. Et il est 22h, elle ne me répond pas, je commence à tourner dans la ville, je la cherche, une folie. J'étais beaucoup plus jeune. Tu rentres pas chez toi? Non. 20 ans, j'arrive dans la ville, voilà, je commence à tourner dans la ville, bref, j'arrive chez moi, et là, je vois, elle est en train de repasser avec de la musique. Je hurle. Mais comment c'est possible? Ça va pas la tête, il est 22h, j'arrive pas à te joindre, bref. Et moi, je suis convaincu que j'ai raison. Convaincu, c'est normal. Il est 22h, je suis un homme, je veux prendre soin de ma femme, je l'aime, je veux faire attention à elle. J'ai peur. Tout ça, à ce moment-là, évidemment, j'en ai pas conscience. J'ai 20 ans, 21 ans. Et puis, quelques temps après, enfin pas quelques temps d'ailleurs, longtemps après, puisque moi j'ai commencé le coaching, j'avais 28 ans. Et dans le cadre d'une session, à l'époque, je commençais. Il me dit, est-ce que tu veux prendre un sujet pour travailler sur toi? Quoi, moi, travailler sur moi? Je suis parfait. Je sais tout, je comprends tout. Pourquoi? Prends un sujet au hasard. La dernière fois, par exemple, tu as une personne qui partage ta vie, oui, une fois où tu t'es disputé avec, quelque chose qui te revient comme ça. Je raconte cette histoire. Il me dit, d'accord, c'est intéressant. Et il me dit, est-ce que tu lui as posé la question, comment elle s'est ressentie, enfin, c'était quoi son sentiment, qu'est-ce qu'elle s'est sentie, comment elle se sentait quand après tu l'appelais et qu'elle voyait qu'elle avait un appel en absence et que tu n'avais pas décroché. Et donc, je commence à discuter avec ma conjointe de l'époque en lui posant ces questions, de lui dire, qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, quand je voyais un appel en absence et puis que je voyais que je n'avais pas décroché, je stressais, je me disais que tu allais m'engueuler. D'accord. Puis le lendemain, je retourne voir le coach et puis il me dit, OK, mais et du coup, quand ça s'est répété, qu'est-ce que ça a généré chez elle comme sentiment? Alors hop, le soir, je rediscute avec elle. Ouais, à chaque fois, en fait, j'avais peur, j'étais stressé et puis même dès que je répondais pas à quelque chose que tu me demandais, je pensais qu'on allait se disputer, etc. J'avance dans le temps et puis à un moment donné, en fait, il me dit, mais ça aurait été quoi la conséquence? Et donc, je lui pose la question. À un moment donné, je me suis posé la question si on ne devait pas se séparer. J'avais plus de liberté, j'avais plus d'oxygène. Et donc, il me dit, qu'est-ce que ça te dit? J'ai pas prouvé. Et ce qu'il m'a dit, c'est, ton intention au début, c'était quoi? C'était de protéger la personne que tu aimes de manière à ce que tu puisses en jouir et que tu vives des moments avec elle. Et tu fais l'opposé. En fait, tu allais perdre cette personne-là. Ça a été une des plus grosses gifles de ma vie, qui paraît simple comme ça, mais parfois, on peut avoir une intention qui est positive, une intention qui est juste, qui est bonne de notre point de vue, mais qui n'est pas du tout adaptée parce que on n'a pas la lucidité, comme ce que tu partageais tout à l'heure. Je rentre, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, d'accord, j'ai une réaction qui est émotionnelle, reptilienne. Pour autant, est-ce qu'elle est adaptée? C'est pas méchant, c'est pas contre la personne qui partage ta vie, c'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient, toi, de te challenger et tu as besoin. Trigger. Voilà, qui trigger, exactement, que tu as besoin d'exprimer. Et ça, je trouve ça très intéressant. Une dernière question sur cette partie-là, et après on va peut-être démarrer le podcast quand même si c'est très intéressant. Alors, pour donner un peu de contexte à tous les gens qui nous écoutent, à la base, ce matin, on a un podcast avec Luc pour partager son histoire. On a démarré cette vidéo, on a posé des questions parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter en perso sur pas mal de choses, notamment toutes ces transitions. Et voilà la conversation, comment elle est partie. Et je pense qu'on va vous le partager et ça ferait un podcast. Mais c'est pour vous dire, quand vous avez des personnes... pas que intelligente, ou en tout cas intelligente, mais pas qu'avec un QI. Quand vous avez des gens comme ça dans votre entourage, voilà. Ça, c'est le genre de conversation que je pourrais avoir si on était dans une table à Faro en train de prendre un café ou parti marcher avec Luc. Même si on dirait que c'est un podcast, mais c'est pas un podcast en fait. On avait vraiment une discussion, c'était pas prévu, ça devait pas être enregistré. J'ai juste lancé l'enregistrement comme je le fais d'habitude, et donc c'est pour ça que ça fait ce truc-là qu'on est en train de vivre, qui est très réel de type de conversation qu'on pourrait avoir. Et je suis très content d'avoir cette conversation comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Une dernière question du coup, et puis après on passe quand même à ton podcast. Pourquoi est-ce que tu penses qu'un entrepreneur, qu'un chef d'entreprise, qu'un entrepreneur débutant, qu'un chef d'entreprise un peu plus avancé, pourquoi est-ce que c'est important de faire ce travail-là? Pourquoi est-ce que dans le business, c'est complètement game changer? Le sens. Les personnes qui le font qu'avec une volonté de faire du business ne tiendront pas dans le temps.
elles ne tiendront pas dans le temps parce que, en fait, ça va s'effriter, cette notion de matériel. En fait, ils vont courir après quelque chose qui est le matériel. Ils vont se rendre compte à un moment donné, il y a une expression, encore une fois, qui dit l'argent fait le bonheur. La plupart des personnes, quand elles ont de l'argent, elles se rendent compte que ça ne fait pas le bonheur. J'en connais plein des chefs d'entreprise qui sont malheureux ou qui ont été tristes à un moment donné. Tu en es un des exemples, hein, tu l'as exprimé. Et moi aussi, j'ai eu des phases où des fois, je me suis dit, OK, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça se correspond? Des entreprises, j'en ai fermé, j'en ai ouvert, j'en ai fermé plein. Parfois, ça fonctionnait, parfois, ça fonctionnait pas. Parfois, c'est parce que ça m'animait. Mais souvent, je me suis remis en question. Mais le sens, si on ne sait pas qui on est, on a le droit de se réinventer, on a le droit de commencer dans un premier temps à faire une activité, puis de se dire, en fait, maintenant, j'ai plus envie de faire ça. Mais le sens y est toujours. Si à un moment donné, je me dis, mais ce que je suis en train de faire, tu as pris une expression que j'aime beaucoup, je suis devenu la pute de mon business, en fait, c'est que ça n'a plus de sens pour moi. Mais je le fais parce que je n'ai pas le choix. Et combien d'années, de mois, de semaines, je vais mettre parce que je n'ai pas le choix? Est-ce que la priorité, parce que ça, c'est une réalité, il y a des besoins primaires, est-ce que j'ai besoin de ça absolument pour manger ou faire manger? Parce qu'il y a aussi cette responsabilité quand tu as une famille. Ou alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus grandes? Est-ce que j'ai le droit de manger un peu moins ou manger différemment? Mais d'avoir un levier. Donc, ce travail-là, moi, je le dis sans aucune honte, hein, j'ai été une personne complètement différente, hein, à mes 28 ans. C'est qu'entre 28 ans et 30 ans, quand je me suis formé, j'ai investi beaucoup d'argent dedans. J'étais une personne qui était folle, vraiment folle. Tout ce qu'on peut imaginer, ce qui me sert aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça me permet de comprendre davantage ce que parfois les dirigeants qui peuvent être exigeants, qui peuvent être arrogants, qui peuvent être extrêmes, peuvent vivre. Moi, je me rappelle Parce quand que j'étais tu étais comme ça? Parce que j'ai été comme ça. Dans la banque, il y avait des personnes qui me disaient, mais comment tu fais pour avoir ces résultats? Moi, je disais des choses comme ça. Je disais, au lieu de parler avec les collègues et rien faire, d'accord, tu es dans ton bureau, tu travailles, d'accord, tu sors, tu as des résultats, d'accord, et comme ça, tu as les mêmes résultats que moi. Allez, salut. J'étais comme ça, un fou. Et il y avait des personnes qui m'adoraient, et il y a des personnes qui me détestaient, mais je ne me posais même pas ces questions-là. Hein. Moi, j'étais juste en train de me dire, mais tous, vous êtes incompétents. Je suis le meilleur. Il y a un côté forcément qui est positif, qui est le croire en soi, d'avancer, mais en fait, on passe à côté de choses qui sont juste... J'étais un robot. J'étais un robot, de dire, voilà, il faut faire ça, ça, ça pour atteindre quoi, mais ça rejoignait le besoin financier. Parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité financière qui venaient de très très loin. Puis quand on commence à gagner de l'argent, en fait, c'est facile. Hein, une fois qu'on gagne de l'argent, qu'on est plus à l'aise de faire un travail sur soi, c'est plus facile. C'est sûr qu'on a moins de stress. Hein. Donc, on a plus le temps de philosopher. C'est ce que je disais en partageant un peu du coup ce changement-là, qui effectivement, je suis courageux, j'ai été courageux, je continue de l'être sur ce chemin de vivre une vie de liberté et de suivre mes rêves. Mais c'est quand même beaucoup plus facile en le faisant, en sachant que tu as des ressources, tu as des ressources financières. Et j'ai dit, Dieu, l'univers, ne me coupe pas mes ressources financières pour me challenger. Tout va bien, on va faire ce travail-là ensemble dans l'abondance. Mais effectivement, est-ce que je suis capable de me connecter à l'abondance sans avoir? Je ne sais pas et je n'ai pas envie d'essayer en fait. Là, je suis très content du confort que j'ai réussi à construire, de cette sécurité que j'ai réussi à construire. Et dans tous les cas, c'est challengeant. Parce qu'il ne faut pas croire, aujourd'hui, c'est principalement des investissements que j'ai faits. Tu n'as pas envie de vendre tes investissements, tu n'as pas envie de vendre tes ETF. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec notre pote en commun, Bertrand. Quand tu vends, puis que ce n'est pas le moment, puis machin, attends, qu'est-ce que tes pertes, ça fait chier, machin. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de vendre ton Bitcoin, tu n'as pas envie de vendre tes trucs, tu n'as pas envie de vendre ton immobilier. Donc, en fait, tu n'as pas de cash parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, quand ils essaient de grandir vite, tu n'as pas de cash parce que tu n'as jamais de cash parce qu'il faut investir. Et donc, en fait, tu te mets quand même une certaine forme de pression financière. Dans tous les cas, tu te le mets toujours, même si tu en as plus que jamais. Quand je prends cette décision-là, j'ai jamais eu autant d'argent de toute ma vie. J'ai réussi à avoir, grosso modo, un patrimoine d'un peu plus d'1 million d'euros. J'ai jamais eu autant d'argent. Et pourtant, je me sens le plus pauvre de toute ma vie. C'est hyper L'argent, intéressant. c'est aussi une émotion plus qu'un chiffre sur un compte en banque. Le chiffre sur le compte en banque peut rassurer. L'émotion prédomine. C'est l'émotion avec laquelle tu dois deal, c'est l'émotion avec laquelle tu dois apprendre à travailler pour pouvoir avancer dans des conditions beaucoup plus sereines, avec la bonne vision, prendre les bonnes décisions, sortir un peu de ce côté réaction et reptilien.
Il faut également, avec ce bain froid, avec la gestion du stress, avec apprendre à se connaître. Qu'est-ce que te dit le bain froid? Tu vas rentrer dans une période de stress. Ce stress va te frapper. Tu vas avoir envie d'abandonner, de te barrer, de courir, de pleurer, de crier. Et tu vas rien faire de tout ça. Tu vas laisser passer et tu vas accepter. Ça veut dire qu'en fait, dans ta vie, tu apprends à ne plus être en réaction et à être principalement en action, mesurée, contrôlée, avec une certaine forme de self-control, de gestion de toi, d'acceptation. En fait, ça se revient dans tous les domaines de vie. Bien sûr. Dans tous les domaines de vie et dans tous les domaines du business. Mais tu sais que c'est assez. Il y a une forte analogie avec le business parce que je connais des personnes qui ont fait le programme de Wim Hof. En fait, au début, c'est désagréable, mais apparemment, moi, je ne l'ai pas fait ce programme-là. Au fur et à mesure, quand tu prends des douches froides, des bains froides, des bains d'eau froide, au fur et à mesure, en fait, tu t'habitues et ça ne devient plus désagréable, ça devient presque plaisant. Et donc, il y a aussi une analogie, hein, pareil avec la vie. C'est parfois, il y a des phases sur lesquelles ça va être désagréable, mais si tu as l'habitude d'affronter ou de gérer des situations que les autres vont considérer comme étant désagréables, mais que toi, c'est devenu ton quotidien, mais pas parce que tu te forces, mais parce que simplement, tu as pris une forme de plaisir. Et je crois qu'aussi, il y a beaucoup ça dans l'attitude d'avancer dans la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi à transcender le fait d'accepter cette douleur, d'accueillir la douleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir. Ça me fait penser à la personne qui a dit « je ne suis pas là pour souffrir », mais l'idée, c'est que pour ceux qui font du sport ou qui ont déjà fait du sport, le sport à un certain moment, pour passer un niveau, il y a une forme de douleur. Je sais qu'on partage cette expérience de la boxe thaï où toi, tu as fait un combat, tu as expérimenté. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies dans le sport, dans tous les sports, hein, pas que dans les sports de combat ou pas que dans les arts martiaux, mais il y a ce goût de je prends un risque. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose pour me donner du plaisir dans lequel il y a un risque, dans lequel je peux avoir une forme de contrôle, de vivre quelque chose qui est important, mais je peux aussi recevoir. Et parfois, je n'ai pas le choix que d'accueillir et de continuer. Parce que si parfois, je m'arrête... Parfois, tu prends des pains. Tu prends des pains, tu as de la douleur, des fois, tu as des KO, et puis tu te relèves. Des fois, tu es au sol. Et puis, tu te dis quoi? Tu te dis non, je ne remettrai plus jamais les gants. Ah non, tu te relèves, puis tu retournes, et puis ça va te réarriver en plus. Et tu le sais. Et ça, je pense qu'il y a une vraie culture. Mais là, on parle des sports, mais c'est la même chose quand tu cours. Des fois, tu te blesses. Tu ne courras plus jamais de ta vie. Non. Tu t'y remets, puis tu réessayes, et puis tu te fixes des objectifs. Mais à chaque fois, il y a une forme de douleur, de l'acide lactique quand tu es en train de courir un 400 mètres, quand tu es à bout de souffle, quand tu reçois des coups, quand de la douleur mentale, la frustration de ne pas réussir. Mais c'est ce qui va faire la différence entre des personnes qui, à un moment donné, ont du sens et celles qui n'ont pas de sens. Celles qui n'ont pas de sens, qui ne savent pas pourquoi elles le font, elles vont arrêter parce qu'elles vont se dire, mais au service de quoi j'ai cette douleur? Et j'ai un exemple qui est très concret. À un moment donné, je me suis dit, je vais me remettre en condition. Prof de boxe thaï qui vient à la villa, je m'entraîne avec lui. Des entraînements durs, vraiment durs. Et j'ai une bonne condition physique, je m'entraîne dur. Puis au bout de 2 ans et demi, à un moment donné, beaucoup de travail, beaucoup de charges, et puis des entraînements durs comme ça. Et puis à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je me fais mal comme ça? Pourquoi? Et parce que en fait, le sens, c'est que j'avais assez combattu dans cette dynamique-là, j'avais assez fait au service d'autre chose, et ma motivation est descendue. Elle est descendue parce que j'ai perdu le sens. Souvent, les personnes disent, j'ai pas d'objectif. Mais en fait, c'est pas l'objectif en soi, c'est le sens. C'est au service de quoi je suis en train de faire ça. Et même quand on a conscience, tu pourrais dire, en fait, pour me remotiver, la seule chose que j'ai besoin, tu donnais un exemple tout à l'heure avec le million, j'ai atteint le million. Il n'y a plus de sens, j'ai atteint l'objectif. J'ai atteint la villa, la maison. J'ai plus de sens, d'accord? J'ai plus d'objectif. Et tu l'as dit justement, dire, si j'avais su, peut-être que je me serais renouvelé et j'aurais anticipé ça, de dire, quand on va atteindre ça, mais atteindre 10 millions, est-ce que ça avait suffisamment de sens? Est-ce que c'était suffisamment excitant? Non. Alors, j'ai pas pu être motivé. Et souvent, les personnes, c'est ce qu'elles oublient, de dire, c'est quoi le sens? Mais pour ça, il faut se poser la question de qui je suis, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Et tu me posais la question pour boucler sur ça, pourquoi c'est important de faire ce travail d'introspection? Parce que sans travail d'introspection, le sens, il ne peut pas être identifié. On n'a jamais appris à le faire. À l'école, dans nos relations, on n'a jamais appris à le faire. Donc, si on n'a pas le sens, c'est juste une question de temps. Il y a des personnes parfois qui s'en rendent compte
On parle de la crise de la quarantaine, de la crise de la cinquantaine. Ah, une révélation. Putain, mais c'est pas la vie, c'est pas la putain de vie que j'ai envie d'avoir, moi. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de. Et souvent, des personnes qu'on discute avec, des chefs d'entreprise, ils n'ont pas envie de rigoler. Hein. Ils n'ont pas envie. Non, parce qu'ils ont des obligations, ils ont une charge mentale et ils se sont, ce que tu disais tout à l'heure, fait cadenasser par leur business. Ils sont dépendants de leur business. Bah, si je fais pas le marketing, si je fais pas la pédagogie, si je fais pas le commercial, si je fais pas, bah, en fait, mon business il va pas fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on fait? Prison dorée. Donc, voilà, prison dorée. Donc, vu de l'extérieur, ça paraît cool, mais le sens, je pense, il fonctionne pas et ça fait sens du coup, toi, aujourd'hui, parce que tu as cette expérience-là et puis tu en connais beaucoup. Hein, je sais que tu as un fort réseau dans différents secteurs, hein, pas que dans l'infoprenariat, dans d'autres secteurs. Les dirigeants avec lesquels tu échanges, tu retrouves souvent ça. Et c'est une qualité de dire, moi, ça, je l'ai vécu, peut-être que je ne sais pas, mais j'ai quelques indices, quelques détails sur peut-être qu'est-ce que tu pourrais vivre. Et c'est sûr que quand tu poses une hypothèse, souvent, ton hypothèse, elle est juste. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, mais souvent, elle est juste. Parce que quand tu vas dire aux dirigeants, mais vous trouvez que vous avez assez de temps pour vous? Je ne connais pas un dirigeant aujourd'hui. Je parle d'un dirigeant qui est propriétaire de sa boîte, hein, pas un dirigeant salarié. Est-ce que tu trouves que tu as assez de temps pour toi? Je ne connais pas un dirigeant qui va te dire « Oh, moi, j'ai trop de temps pour moi. Tiens, je vais aller jouer au golf, je vais faire ça. » Non. Ils aimeraient plus, mais ils ne peuvent pas. Ou en tout cas, ils ont la croyance qu'ils ne peuvent pas. Ouais. Donc, toujours pareil, je suis prêt à renoncer à quoi pour choisir quoi? Est-ce que je serais prêt à gagner moins d'argent pour faire plus de golf? Est-ce que je peux me permettre de gagner moins d'argent pour faire plus de golf? Donc, et ça aussi, c'est une question. On arrive dans les bonnes grosses questions stratégiques. Et là, moi, c'est une bonne question aussi que je pose là. J'ai fait un post et j'ai eu une nana qu'on embrasse qui a répondu. Tu sais, je parlais de ce sentiment de c'est jamais assez, peu importe le score que tu réalises, les objectifs que tu atteins. Tu peux faire des millions d'euros de chiffre d'affaires et pourtant, tu as toujours ce truc de sentiment d'être toujours débutant. Il y a des gens qui font plus, il y a des gens qui vont plus vite, il y a des gens qui font mieux. Et tu es toujours dans la frustration. Et donc, je pose la question de est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus dans la frustration des objectifs que tu n'as pas encore réussi à atteindre ou dans le kiff de ce que tu as réussi à bâtir? Et là, souvent, c'est 100% dans la frustration de ce que je n'ai pas encore atteint. Ouais. Et quelle vie de merde! Tu vois, c'est un peu j'étais complètement là-dedans. Tout ce que j'ai pas, tu vois tout ce que tu n'as pas et tu es incapable de voir ce que tu as, alors que tu as fait énormément. Et l'idée, c'est parce qu'il y a cette croyance de si je vois ce que j'ai, alors j'aurais plus envie d'aller à l'étape suivante. Il y a beaucoup cette croyance-là, que si on enlève le fouet pour se frapper, on va plus avancer. À l'inverse, c'est juste une autre forme de motivation, c'est juste le modus operandi qu'on connaît, parce que c'est ce qui nous a permis d'arriver jusque-là et qui fait peur du changement. Mais c'est ce qui amène en fait cette nouvelle activité, tu vois. Là, aujourd'hui, je me tourne vers ce qui m'a toujours appelé, qui est l'accompagnement, qui est le coaching, et qui est de travailler avec les gens. Et là, l'idée, c'est ça, c'est je t'aide à bâtir un business qui fait 10 millions par an, sans sacrifier tes santé, ta valeur, tes valeurs, ta santé, ta famille, et sans sacrifier aussi ton envie d'entreprendre, peut-être, tu vois. Même si ça, c'est peut-être plus inconscient pour les gens. Mais et l'idée, c'est de les accompagner, tu vois, sur 3 piliers: énergie, santé, développement personnel et spirituel et business, stratégie, comment se poser les bonnes décisions, comment prendre les bonnes décisions pour pouvoir continuer à avancer et à construire un écosystème sain dans lequel on va pouvoir grandir, tu vois. Et aujourd'hui, j'en suis là, sur du coup, c'est ce nouveau projet avec l'envie de créer des révélations que tu peux voir que dans les yeux des gens quand ils sont en train de le vivre. Ces prises de conscience où, putain, ils opèrent depuis la mauvaise énergie depuis des années et il y a une autre possibilité, il y a une autre piste, il y a un autre moyen de créer de l'amour, tu vois. Moi, je me souviens en coaching, quand tu es capable de recréer une connexion à cet amour qui a été oublié, de reparler à un parent à qui tu parlais plus, de pouvoir redire je t'aime à tes parents, à tes enfants, à ta femme. Vivre mieux, vivre plus heureux, ça c'est très plaisant en termes humains, de sens à ce qu'on fait au quotidien. Et puis pouvoir
accompagner plein de business, créer plein de choses qui auront un impact énorme. Ça fait partie des choses qui m'ont pas mal manqué. Et là, je suis en train de trouver du sens justement à comment le structurer. Aujourd'hui, la santé, l'énergie qu'on a au quotidien, ça vaut plus que tout. Malheureusement, on s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on en a plus. J'adore cette phrase qui dit on a, on a plein de problèmes jusqu'au jour où on en a qu'un. Exactement, oui. Ouais, Et l'expression, c'est ça. C'est un homme en bonne santé veut 1000 choses et un homme en mauvaise santé ne veut qu'une seule chose. Et c'est assez juste, hein. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la gratitude avec mon épouse au moins une fois par jour. Et j'exagère pas. Je lui dis, on a le bonheur d'être en bonne santé, de s'aimer et de ne pas avoir de problème d'argent. Parce que c'est une forme de liberté, hein, c'est des moyens. bien sûr, Et tous les jours, en fait, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de gratitude. Je pense que ça contribue exclusivement au bonheur. Le fait de constater ce qu'on a, mais ça, encore une fois, on peut le faire quand on a goûté à autre chose. Ça veut dire que ça dépend de où tu viens. Si tu viens d'un endroit où tu as toujours tout eu et que pour toi c'est évident, tu ne te poseras pas cette question parce que c'est évident, c'est une normalité. Mais si tu viens d'un endroit où tu as eu des expériences, et c'est pour ça que c'est intéressant les expériences comme Wim Hof, où tu te forces à vivre quelque chose, où tu as froid, où tu as faim, où tu as du stress, où tu as de la peur. Alors les personnes elles peuvent se dire, hein, bah ouais, mais en fait j'ai peut-être pas envie de vivre ça pour comprendre, pour évoluer. Et ça dépend à quel niveau. Par exemple, est-ce que je vais aller sur des théâtres d'opération où il y a la guerre pour ressentir la peur et risquer ma vie, ou alors est-ce qu'il y a d'autres formes de peur? Il y a différentes échelles. Ça peut être la peur dans le combat. Je vais monter sur un ring, bah, j'ai peur de l'autre, mais en fait, quand je ressors, je me dis, wow, je me sens vivant et j'ai eu peur de recevoir des coups, mais si je me pose des questions, pourquoi? Bah, parce que j'avais peur de me faire mal, j'avais peur de moins pouvoir me mouvoir, parce que j'avais peur de ne plus être pareil, parce que j'avais peur de changer, parce que j'avais peur d'avoir honte du regard des autres si je me fais étaler, parce que j'ai reçu un coup de pied, un coup de poing. Et je pense que l'adversité ou l'inconfort permet d'être encore plus reconnaissant et d'avoir cette forme de gratitude dans ce qu'on est en train de vivre. Étonnamment, plus on a du confort, plus on cherche du confort, plus on s'éloigne de l'inconfort. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont courir, il y a des personnes, des chefs d'entreprise, alors je fais une généralité qui n'est pas une vérité, mais souvent des personnes d'un certain niveau vont chercher, par exemple il y avait le dirigeant de chez Danone, qui avait indiqué, j'ai jamais vérifié, mais qui avait indiqué lui que parfois il prenait son sac de couchage pour aller dormir avec des SDF parce que son frère lui-même était SDF et atteint d'une maladie psychologique, psychiatrique même, je crois. Je crois qu'il disait qu'il était schizophrène et qu'il faisait ça. Et il y en a, ils vont faire des marathons parce qu'ils sont déconnectés, ils sont happés par autre chose, mais il y a aussi une forme de douleur dans le corps, dans la résistance. Et je crois aussi que plus on a un confort, plus la tentation d'oublier la gratitude qu'on doit avoir pour la vie qu'on a. Je regardais l'autre jour sur Internet, pas par ego, mais par curiosité. Je discutais avec mon épouse et je dis, je ne sais pas, mais il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont propriétaires, qui ont accès à l'eau potable, qui ont accès à l'électricité, qui ont accès à Internet, qui ont accès à manger tous les jours, 3 repas par jour si on en a envie, qui ont accès à une salle de sport. En fait, quand on met tous les critères cumulés, on fait partie des 0,1% de la planète. Hein. C'est fou de se dire ça. Et parmi les 0,1% de la planète, on arrive encore à se plaindre. Et parce qu'en fait, on n'a pas en fait, cette conscience de se dire, mais on a eu tellement de chance à un moment donné, on est né dans un pays qui nous a permis de réaliser des choses qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. On a réussi à produire des choses. Et notre chemin, nos parents, l'éducation qu'on a eue, qu'on ait été fâchés ou pas avec eux, à un moment donné, ils ont contribué à notre éducation, à nous nourrir, à nous faire vivre des choses, qui nous ont construits pour arriver là, au 0,1%. Et quand on se dit ça, on se dit, ah ouais, en fait, soit j'ai eu beaucoup de chance, soit j'ai su, j'aime bien dire ça, souvent les chances, c'est saisir les opportunités. Mais la réalité, c'est que quand on est enfant, les opportunités, c'est difficile de les saisir. C'est des personnes qui les mettent sur notre chemin. C'est par exemple nos parents qui vont dire, bah, tiens, tu vas aller faire des sports de combat ou des arts martiaux, ou tu vas aller dans telle école, ou je vais t'aider à faire les cours. C'est pas trop ton opportunité, tu n'as pas la maturité pour voir ça. Donc je pense quand même qu'il y a une vraie part de chance. Il y a une part d'opportunité dans la vie quand on est adulte, mais il y a une part aussi de chance. Et je pense que le bonheur fait partie de la reconnaissance qu'on a de la chance
ou des opportunités qu'on a eu à saisir. J'ai un vrai sujet en ce moment, la méritocratie. Pendant très longtemps, j'ai cru que je ne méritais pas. Du coup, j'ai travaillé plus dur que la moyenne. Je me souviens très bien. Relations, parents, etc. Mon père était très dur, tu sais, dans son éducation, et donc c'était jamais assez, tu vois. Et il était très dur verbalement aussi. T'es bon à rien, machin, quand t'échoues. Et donc j'ai construit ce truc de je suis moins intelligent que la moyenne, je vais devoir travailler plus dur. Et donc moi, ça m'a permis, ça a été mon levier en fait pour travailler plus dur et donc pour réussir à gagner. En fait, d'une façon ou d'une autre, ça reste toujours un peu avec toi. Et donc, même aujourd'hui, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, il y a une part de moi, tu vois, c'est inconscient, hein, bien sûr, c'est pas rationnel, hein. C'est inconscient et c'est émotionnel. Quand je discute avec les coachs, qui ressort de j'ai quand même eu de la chance. Il y a une part de moi qui est un peu encore dans le syndrome de l'imposteur, bon, de toute façon, quelqu'un d'autre aurait pu le faire à ma place. Et ce truc du mérite qui m'empêche de voir finalement la vraie valeur de ce que j'ai construit et de la personne que je suis devenue. Et aujourd'hui, je sens que ce truc de méritocratie m'empêche d'aller au next step. Parce qu'en fait, il y a plein de choses auxquelles je pense que je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur. Et je pense que c'est de la merde. Donc j'ai envie de virer ce concept de méritocratie. Alors là, par contre, faut recoder pas mal de choses de mon programme parce que pendant longtemps, même la méritocratie, c'est ce qui m'a permis de monter dans l'échelle sociale. Parce que je me suis dit, je vais bosser, puis je vais plus mériter que les autres. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer jusqu'ici. Ça a été mon moteur. Et là, je sens que ça m'empêche parce qu'en fait, je vois bien autour de moi que le concept de mérite n'a rien à voir. Là, moi, où je vis, t'as des mecs qui sont jamais bossés de toute leur vie et ils ont une baraque, la plus grosse baraque du quartier. Oh, ils sont nés dans la bonne famille, au bon endroit, à la bonne opportunité. Ou encore pire, ils vendent de la drogue ou ils ont des business très, très dark, tu vois. Et est-ce que je pense que ces gens-là, ils méritent plus ou moins? Est-ce que moi, je pense que je mérite plus ou moins? Qui est-ce que je serais pour pouvoir imaginer que je mérite plus ou moins que quelqu'un d'autre? Tout le monde travaille dur. Aujourd'hui, tu arrives à un certain niveau dans le business, tout le monde bosse dur. Parfois, des gens bossent beaucoup plus dur que toi, ils ont beaucoup moins de résultats. Parfois, des gens bossent très très peu, ils ont énormément de résultats. Le mérite, il est où dans tout ça? Il est très très éloigné, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, du mérite? Si effectivement, on parle de tout ce truc de l'ADN, de là où tu es né, de ta part, du coup, d'inconscient, même ta capacité à apprendre. Si tu es né avec 90 de QI, tu peux bosser, peut-être devenir 100. Mécaniquement, tu es plus limité qu'un mec qui est né avec 125. Est-ce que tu as mérité ça? Tu ne mérites pas ça. C'est juste ce qui t'a été donné. Et donc, ma conclusion aujourd'hui, c'est de dire 15 à 20%. C'est de la discipline, c'est du travail, c'est de la force de poignet. 80%, Dieu, l'univers, la génétique et tout ce qu'on ne contrôle pas. C'est quoi ta vision de la méritocratie? Alors, déjà, je pense que c'est pas forcément travailler plus, mais c'est travailler différemment. La deuxième chose, c'est que et quand je dis différemment, c'est dans la manière de travailler, mais c'est aussi travailler différemment dans la personne qu'on est. Si aujourd'hui je compare, il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais avant que l'intelligence artificielle existe, par exemple, moi j'ai lu beaucoup. J'ai lu le code civil, le code du commerce. Il y en a combien qui se seraient tapés de lire des livres comme ça pour faire des formations, d'appeler des avocats, des experts comptables? Non, mais ça on ne sait pas. Les professionnels ne savaient pas. Et donc, pour moi, ça fait partie d'un investissement, peut-être des 10 ou 15% dont tu parles, mais c'est qu'est-ce que je mets au service de mon succès? Et qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser comme étape intermédiaire pour me rapprocher de mon but? Et donc là, Ça, je vais pour moi, faire plus que la moyenne, je vais travailler plus fort, je vais être... je vais faire différemment ou plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je ne fais pas ça, encore une fois, j'aime beaucoup les expressions, donc je peux t'en donner plein, mais si je reproduis la même chose que tout le monde, je ne vais pas avoir des résultats nécessairement différents. Sauf que, et c'est mon deuxième point, c'est pas que ce que je vais faire de différemment, plus ou mieux. C'est aussi avec qui,
et le timing. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir la même idée de quelqu'un au même instant, mais sauf qu'on ne va pas en parler aux mêmes personnes. Et que la personne que je vais rencontrer, d'un côté, ça sera Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, peu importe. Et de l'autre côté, ça sera, je ne sais pas, Bernard de la boucherie. Voilà. Donc, il y a aussi une question de connexion, de communication. Et puis après, il y a le timing. Je peux en parler à Warren Buffett, donc j'ai la bonne idée, j'ai la bonne personne, mais Warren Buffett, à ce moment-là, il est constipé, pas envie de m'écouter. Alors que de l'autre côté, je peux avoir, peut-être pas Warren Buffett, peut-être que c'est un gérant de fonds, mais le gérant de fonds, lui, il me prête son oreille. Donc, il y a une question de clairvoyance, c'est est-ce qu'à ce moment-là, je comprends ce qui est en train de se jouer, j'ai besoin d'acquérir cette valeur-là, par exemple en lisant, parce que ça va me permettre d'acquérir quelque chose à proposer. Je dis lire, mais ça pourrait être construire. J'ai besoin de créer quelque chose. Donc ça, c'est pour moi ce qui fait partie d'une partie de la méritocratie. De l'autre côté, je vais avoir besoin d'acquérir de la connaissance pour identifier quels sont les bons interlocuteurs. Et après, je vais avoir besoin d'identifier le bon timing. Et après, le quatrième point, je vais avoir besoin d'identifier la manière dont je vais le présenter. Et si on réunit tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de méritocratie. Mais la réalité, c'est que qui c'est qui va mettre sur mon chemin le fait de rencontrer ces personnes et de comprendre ça. Et ça, c'est une question de temps. Vu qu'on ne nous l'apprend pas, c'est facile de dire, pour appeler Warren Buffett, c'est facile, tu prends ton téléphone et tu l'appelles. Peut-être que tu ne vas pas l'avoir en direct, mais tu demandes à une personne qui va connaître une personne, qui va connaître une personne, qui va connaître une personne. Et à la fin, peut-être avec autant d'efforts, peut-être que tu vas l'atteindre, peut-être pas. Et peut-être que tu n'as pas besoin d'appeler Warren Buffett, ça peut être une autre personne qui a besoin d'identifier. J'ai la croyance, en tout cas, que on peut réussir à faire ce qu'on a envie. C'est la croyance que moi j'ai, de me dire, si je veux, je peux, c'est une question de temps, c'est une question d'étape, et je vais l'atteindre. C'est la vraie croyance que j'ai. Par contre, le chemin pour y aller, je pense qu'il y a un facteur aléatoire, qu'on peut appeler facteur chance. Je crois que c'est manquer d'humilité que de se dire qu'à un moment donné, tout est dû que grâce à moi. Je vais donner un exemple, mais encore une fois, c'est une expérience de vie qui est une vérité, mais qui n'est pas forcément une généralité. Un jour, je rencontre Michael Ferrari, avec qui j'ai été associé à un moment donné, à l'anniversaire de Bertrand. Michael Ferrari, que je ne connais pas. On parle, on discute, j'ai les compétences que j'ai sur une thématique, et je sympathise avec Michael, sa femme et son fils. On reprend l'avion ensemble pour rentrer, c'était l'anniversaire de Bertrand, voilà, on prend du plaisir. 2 mois après, je reçois un coup de téléphone, Michael qui me dit est-ce que tu aimerais bien venir sur scène parce que je fais une conférence, j'aimerais bien que tu sois un des conférenciers. Je n'ai jamais fait de conférence de ma vie. Je donne des formations à une vingtaine, une trentaine de personnes sur ces thématiques-là. Et je lui dis, ouais, ok, pas de problème, avec plaisir pour te rendre service. Je viens, dis-moi juste de quoi tu veux parler. Propose-moi des sujets, je propose des sujets. Bref, et je lui dis, au fait, on sera combien? Il me dit, à peu près 250. Et moi, je rigole au téléphone. Je dis, non, mais sérieusement, dis-moi, parce qu'il faut que j'ajuste la thématique pour préparer, etc. Il me dit, attends, je regarde, 257 personnes. Je ne veux pas paraître idiot. Je dis, ah, d'accord, très bien. Je raccroche et je vais voir Michael Ferrari, je regarde qui il est. Je dis, ah ben waouh. Est-ce que ça, c'est de la méritocratie ou est-ce que c'est un concours de circonstances et de la chance? Je rencontre une personne qui, à un moment donné, clique sur moi. Il se dit, ah tiens, le mec est sympa, il a des connaissances. Je ne prends même pas son numéro ni rien. 2 mois après, à son initiative, pas à la mienne, c'est lui qui m'appelle, d'accord, et qui me fait monter sur scène devant des centaines de personnes. Ça serait manquer d'humilité que de dire que c'était grâce à moi. C'est pas vrai. C'est qu'à un moment donné, il y a une opportunité qui s'est produite, qui était aléatoire, qui a un caractère chance. Après, j'aurais pu dire non. J'ai dit oui. Donc, on peut dire que j'ai saisi. Mais pour moi, voilà, je ne peux pas mettre de pourcentage, de dire c'est 15%, c'est 10%, c'est 50%. Mmh. Par contre, ce que je peux dire avec certitude, c'est que ce n'est pas juste dû à l'intention, ce n'est pas juste dû à la compétence, ce n'est pas juste dû à l'énergie, ce n'est pas juste dû à la persévérance, c'est faux. En tout cas, de mon point de vue. Mmh. Voilà, ça, c'est ma vérité. En tout cas, peut-être qu'elle n'est pas juste. Et c'est en tout cas des expériences de vie qui me font croire que j'en ai d'autres, des expériences comme ça où on m'a sollicité sur d'autres postes où j'ai rien demandé. On est venu me chasser pour intervenir pour des entreprises. C'est pas moi, c'est pas mon initiative, j'ai pas communiqué. Donc encore une fois, c'est une opportunité.
On va en parler. Ce que je te propose, c'est qu'on bascule sur ton podcast. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, comme tu veux.